Et si les projets architecturaux et urbains pouvaient réparer nos territoires au-delà des murs et des parcs, mais bien dans nos rapports les uns aux autres? C'est une des questions qu'a soulevée la consultation Quartier de demain. Réparer, c'est transformer sans nier l'identité du territoire, et c'est ce qu'on va voir, discuter avec mes invités. Isabelle Epaillard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes préfète déléguée à l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône. Raphaël Labruni, bonjour. Vous êtes directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Vous avez été personnalité qualifiée dans la commission de Caen. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Chung, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes de cohésion sociale à la Banque des Territoires. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous les trois. Je le disais, réparer, c'est le terme qu'on a employé là pour notre discussion. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une forme de dette par rapport à ces territoires? Est-ce qu'on peut réparer le passé, l'histoire de ces territoires? Isabelle Epaillard. Je crois qu'il faut évidemment des projets comme celui-là, comme celui qui a concerné Marseille, donc le Petit Séminaire. Le Petit Séminaire, tout à fait. D'ailleurs, le nom est assez évocateur qu'il s'inscrit dans une histoire. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire il faut non seulement arriver à se projeter, à répondre aux besoins des habitants, dans un contexte en plus de changement climatique qu'il fallait prendre en compte, et ce qui a été un des points majeurs du travail qui a été accompli et des demandes exprimées, mais aussi de l'inscrire dans une forme de continuité. Oui. Sinon, ça aurait été vu comme une rupture. C'était déjà, alors moi j'étais pas là, mais quand les bâtiments du Petit Séminaire ont été détruits, ça a été vécu de manière très brutale, presque violente par les habitants. C'est une notion qui revient souvent. Oui, ça. Moi je le retrouve dans tous les projets de rénovation urbaine. C'est-à-dire que nous avons des habitants qui vivent souvent dans des conditions de logement qui sont dégradées, avec de l'insécurité, et qui malgré tout sont attachés à leur territoire. Et ça, il faut le respecter. Parce que sinon, on rajoute de la violence à de la violence. Et donc, c'était tout le travail, pendant ces différentes phases du dialogue compétitif, d'essayer d'aboutir à un projet qui soit dans le respect et en même temps dans la continuité de ce qu'avaient pu vivre les habitants. Je le disais tout à l'heure que près de 80% des habitants du quartier sont là depuis plus de 10 ans, ce qui quand même marque bien cet ancrage dans un territoire. Raphaël Labruni, sur cette question de la réparation peut-être de ces territoires? Oui, je ne sais pas s'il faut parler de dette, parce que c'est un terme économique, donc je demandera à Nicolas Chung ce qu'il en pense. Exactement. Par contre, ce qui est sûr, et on en parle aussi dans le catalogue qui accompagne l'exposition, il y a un article notamment d'Élise Guilherme sur finalement ce qui s'est passé après la construction, parce que d'une manière générale, ces quartiers-là, en tout cas une majorité des quartiers qui sont concernés par le projet Quartier de demain, sont des quartiers qui ont été, on va dire, réalisés dans une espèce d'euphorie économique, avec une ambition sociale très forte, de confort, de qualité, voilà. Et ce qui a pu se passer, et notamment dans les politiques publiques, pour le dire assez simplement, à partir des années 70, quand on a considéré que ces quartiers-là étaient, on va dire, obsolètes et avaient des difficultés particulières, en fait, on a déconsidéré leur qualité urbaine et architecturale. Alors, c'est vrai que tous les quartiers n'ont pas la valeur patrimoniale qu'ont les quartiers qui sont sélectionnés ici. Il y a des quartiers qui ont des vraies lacunes et des vraies problématiques urbaines et architecturales qui n'ont pas du tout été réglées au moment de la conception. Et Frédéric Bonnet l'a dit d'ailleurs sur le projet de Sedan, où il a dit que souvent c'est des projets qui n'étaient pas complètement achevés dans leurs ambitions parce que les moyens ont manqué. Et finalement, ce qui est arrivé dans les années 70, c'est deux choses. C'est la création d'infrastructures qui ont un peu séparé ces quartiers. Ça, c'est vrai notamment dans la métropole du Grand Paris. Et l'autre chose, c'est une espèce de politique d'emballage systématique ou de dégradation puis aboutit à la démolition dans les années 90-2000, jusque dans les années récentes, de ces architectures. Et une des ambitions, je pense que c'est cette idée de réparer ou de réhabiliter, c'est le terme qu'on utilise en architecture, c'est de restaurer finalement une forme de monumentalité, de qualité architecturale. Finalement, c'est des architectures qui ont été conçues par des architectes, avec des ingénieurs, avec des paysagistes, avec des urbanistes, et l'idée de renouer avec la qualité d'origine là où elle est présente et de la restituer, je pense que c'est un élément très important parce que c'est ce qui aussi peut réhabiliter les habitants dans leur quartier. Nicolas Chung, c'est aussi l'idée de
rénover, réparer, mais aussi se projeter dans l'avenir et se réinscrire dans un futur désirable dans ces quartiers. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis pas sûr que le terme de réparer soit très approprié, parce que réparer, c'est remettre en état quelque chose qui a subi un dommage. Oui. Alors, qu'il y a eu des dommages dans ces quartiers, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'on a envie de les remettre en état, dans leur état initial, tel qu'ils étaient à leur construction? Je n'en suis pas certain. Je pense que la Caisse des dépôts a été un acteur historique aussi de la construction de grand nombre de ces quartiers de grands ensembles notamment. Et je pense qu'on peut le dire à la fois qu'il est vrai que ces constructions, ces logements, quand ils ont été livrés, ont apporté de vrais progrès en termes de qualité et de confort de vie, mais qu'ils emportaient aussi avec eux, en conséquence, pas attendu, pas anticipé de ces programmes, un certain nombre de dysfonctionnements urbains qui sont révélés finalement assez rapidement après leur mise en œuvre. Et donc on n'a pas forcément envie effectivement de réparer, mais plutôt de projeter dans l'avenir, d'autant plus que depuis, il y a énormément d'éléments qui ont évolué, que ce soit en termes de démographie, en termes de fonctionnement des modes de vie, des modes de travail. Effectivement, ensuite, toutes les contraintes externes sur la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, il faut prendre en compte, à la fois anticiper ce qui est inévitable. Il y a un certain nombre de cas où on sait que les inondations vont être plus fréquentes, plus marquées, et aussi anticiper ce qui finalement on ne sait pas anticiper, parce qu'on sait qu'il y aura des événements extrêmes qui vont se manifester, mais on ne peut pas encore les prédire territoire par territoire. Donc c'est vraiment important de projeter. Donc en conclusion, je dirais que c'est moins un problème de dette que d'investissement. Voilà, c'est pas la dette vis-à-vis du passé, c'est plutôt l'investissement dans l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose qui est plus mobilisateur aussi pour les populations des territoires. Mais justement, vous parlez de mobilisation. C'est intéressant de voir qu'un projet comme Quartier de demain, c'est aussi une opportunité de retisser du lien dans des territoires qui en ont souvent besoin. Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, dans le terme réparer les territoires, moi je pense que... Après, la notion de territoire est très polysémique, mais je pense qu'il faut d'abord partir des habitants. Je pense que c'est plus une logique de soigner, de soins, de prendre soin des habitants du territoire, ce qui ne veut pas dire qu'on n'agit pas après sur les formes architecturales et urbaines, mais on part effectivement des problèmes et des problématiques que rencontrent les populations. C'est pour ça que nous, dans Quartier de demain, ce qu'on a fait, c'est de soutenir tous les jurys citoyens. C'est vrai que je pense que les territoires qui participent à Quartier de demain, on leur a demandé, je dirais un peu, c'est un acte de foi de sauter dans ce programme-là. Ils ont pris des risques et je voulais vraiment les en remercier. Ils ont osé aller sur de nouvelles méthodes et je dirais sortir de leur zone de confort, mais on pense que c'était absolument indispensable, et donc on est très heureux d'avoir soutenu ces jurys citoyens. Sur cette question du lien, Isabelle Paillard, c'était un des enjeux de Quartier de demain, de aussi redonner du sens dans ces quartiers. Oui, mais en fait c'est le cœur, et puis on ne peut pas construire des projets de rénovation urbaine sans s'intéresser aux habitants, sinon on se plante, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment important quand même de s'inscrire dans une forme de continuité, parce que vraiment, pour avoir beaucoup échangé sur ce projet du petit séminaire, mais dans le cadre du dialogue compétitif, la compétition internationale, mais aussi avec les 10 projets de rénovation urbaine de Marseille, je remarque beaucoup ça. C'est-à-dire que quand on échange dans les comités de pilotage ou les revues de projet avec des habitants, ce qui est donc cette représentation des habitants, il y a ce souci de ne pas complètement gommer ce qui est leur chez eux. Il y a quand même cette forme de je ne sais pas si on peut effectivement utiliser le terme de réparer, il est peut-être un petit peu fort, mais il y a ce souci de respecter la vie qui a été là, parce que ils ont eu leurs enfants là, ils les ont emmenés à l'école, ils ont vieilli là. Et donc il est important qu'on ait cette forme de continuité pour effectivement aller vers du mieux et investir, vous avez raison, plus que de parler de dette, sur l'avenir. Alors, moi j'ai trouvé que l'exercice du Quartier de demain était un très bel exercice pratique
de ce qu'il va falloir qu'on fasse dans quelques temps dans le cadre des rénovations urbaines. Parce qu'on va rentrer dans le dur dans les rénovations urbaines, c'est-à-dire qu'on va avoir fini d'engager, on va avoir posé les projets et qu'on va rentrer dans l'opérationnel avec les marchés de travaux, etc. Et là, les habitants, il va falloir qu'on arrive à accompagner avec eux, avec des séquences qui vont connaître des allers-retours. On va peut-être avoir des marchés qui vont être déclarés infructueux, il faudra relancer, puis ils verront toujours pas les démolitions ou alors les reconstructions, etc. Et ils sont en attente parce que c'est là où ils vivent. Bien sûr. Et puis en plus, certains, on va les amener à être relogés ailleurs. Enfin, c'est des process qui sont longs. Donc, j'ai trouvé que l'exercice était très, très important parce qu'il nous a appris. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi utile et particulièrement instructif la façon dont les élus se sont appropriés cet exercice. Parce qu'à chaque étape, les habitants ont été présents. Ils se sont exprimés très, très clairement sur leur choix. Nous, ça a été la dernière séquence, ça a été un débat assez vif parfois parce que on n'était pas tous d'accord, on n'avait pas tous évidemment les mêmes arguments, les mêmes points de vue, et puis au final, il y a eu un vote et évidemment il est respecté. Mais moi, je vais retirer de cette expérience des outils pour pouvoir mieux impliquer dans le temps, dans la durée des projets, les habitants des quartiers, puis de ceux qui vont aussi arriver dans ces nouveaux quartiers. Donc c'était un très bel exercice de méthode qui, je pense, nous aidera à le reproduire dans d'autres projets. Raphaël Labruni, c'est intéressant de voir que la notion de temps, elle est très importante dans toute cette histoire de quartier de demain, que ce soit le temps vers lequel on se projette, mais aussi le temps long dans lequel on s'inscrit. Vous le mentionniez, il y a une histoire aussi à faire réentendre de ces quartiers, de ces espaces, de raconter d'où ils viennent. Oui, en fait, il y a deux choses qui me semblent intéressantes là-dessus. Le premier, c'est que c'est quand même un outil, c'est une expérience de diffusion de la culture et du débat architectural. Et ça, on ne peut pas dire que la France soit très performante en termes de diffusion de la culture architecturale, contrairement à d'autres pays du Nord, par exemple. Et donc, le fait qu'on mobilise les habitants au sein, avec les experts, avec les maîtrises d'ouvrage, avec les élus, et que tout le monde discute d'architecture et que l'architecture devienne alors je dis l'architecture, c'est le paysage, les usages, etc., tout ce que autour, mais en tout cas la transformation de l'espace, pour le dire de manière plus large, ça devienne un lieu, un objet de débat public. Ça, je trouve que c'est un espace c'est un moment absolument fondamental parce que c'est comme ça qu'on peut construire des projets urbains sur le temps long. On a du mal en France à débattre, on va dire, de manière posée. On a des exemples, notamment aux Pays-Bas, où pendant 10 ans, ils vont débattre d'un projet urbain et puis à la fin, en fait, tous les acteurs ont à un moment donné donné leur voix et les autorités sont en capacité de procéder à des choix un peu radicaux parce que il y a ce temps long qui est pris. Et le deuxième élément, c'est plutôt un enjeu, là, je vais porter ma casquette de directeur d'école d'architecture, mais c'est vrai pour les urbanistes et les paysagistes, de formation de nos professionnels, c'est-à-dire en formation initiale comme en formation continue, parce que ce rôle-là de médiation, d'écoute des usagers, des citoyens, c'est pas quelque chose qui est une pratique, on va dire, alors en termes de diagnostic, si, mais en termes de projet, c'est-à-dire de faire participer les habitants au projet, c'est quelque chose où il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des agences qui se spécialisent, mais on ne peut pas dire que c'est une compétence qui soit complètement diffusée. Et là, c'est un bon enjeu, on va dire, de pouvoir renouveler les modèles. Moi, j'ai été frappé, notamment sur le site de Caen, et là, je l'ai vu dans les présentations de ce matin, finalement, de la manière dont les équipes se sont réinterrogées sur leur propre méthode de travail, sur leur référentiel, sur les outils qu'ils allaient mettre en place, notamment pour tout simplement parler de leur travail, au-delà, on va dire, de dessin et de représentation et de projets figés, mais de dire, en fait, on est dans un processus de transformation qui va nécessiter, alors certainement peut-être des enveloppes financières plus conséquentes parfois et donc des retards, mais en tout cas un processus long de concertation. Oui, c'est vraiment revenu dans les discussions qu'on a pu avoir, notamment avec les membres des jurys citoyens sur le caractère expérimental et l'intérêt aussi de voir l'apprentissage, en fait, que d'un côté les architectes ont appris à en gros verbaliser aussi des fois des choses qui peuvent être très théoriques et les jurys ont appris à comprendre aussi quelles étaient les indications qu'on leur donnait. Nicolas Chung, de cette expérience quartier de demain justement, qu'est-ce qu'on va garder, exploiter pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra réutiliser dans les pratiques à venir?
Je pense qu'effectivement, on a parlé des jurys, des consultations citoyennes. Finalement, on y a beaucoup investi. Hein. Ils ont tous été à Pantin se former à l'école du renouvellement urbain, dont on est un des cofondateurs par ailleurs. Donc c'est vraiment un investissement qu'on a fait aussi dans les citoyens et un acte de confiance vis-à-vis d'eux. Donc ça, on va pouvoir, je pense, le retenir et le projeter dans les futurs programmes de renouvellement urbain, qu'on appelle tous de nos voeux. Donc nous, on finance également une partie de l'ingénierie des programmes de renouvellement urbain. Donc nous, ça va nous amener à réfléchir à la manière dont on va intégrer ces nouvelles méthodes dans les futurs programmes. Isabelle Epaillard, sur les graines qui ont été semées là pendant Quartier de demain, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les projets à venir ? Je crois que d'abord on a un jury citoyen qui était très impliqué et qui a envie de propager, de faire connaître ce qu'il a appris. Ils sont devenus des ambassadeurs, oui, en fait. Exactement, c'est le bon terme. Et donc, moi, j'envisage de leur proposer d'aller échanger avec d'autres habitants d'autres quartiers qui sont concernés par des projets de rénovation urbaine. Ils ont été aussi formés, donc ils peuvent raconter, ils peuvent expliquer les contraintes. Pour nous, ce sont des relais essentiels pour le portage des projets. Et puis, c'est une manière de les accompagner à s'approprier le quartier de demain dans lequel ils vivront. Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a forcément des moments qui sont un peu compliqués, que le temps est long. Et donc, quand on arrive à embarquer les habitants, à les rendre acteurs de leur quartier, je pense qu'on va relever une partie du défi. Donc, c'est une méthode qui, je pense, peut être facilement reproduite. Il sera intéressant d'évaluer comment elle a effectivement, quand on aura terminé les premiers projets, comment effectivement elle a apporté un plus. Et puis c'est aussi vis-à-vis des élus, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics de manière plus générale, une manière pas que de l'architecte ou de l'entreprise de travaux, c'est une manière pour nous de nous réinterroger, de nous questionner sur notre façon de travailler, d'entendre de manière régulière les besoins et donc de rester toujours très, très tendu vers l'objectif. Parce que sinon, on rentre vite dans de la technicité ou à la fois de travaux, mais aussi juridiques, et on ne peut oublier un petit peu pourquoi et pour qui, plutôt, ces projets sont portés. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à ce micro partager un petit peu de cette expérience étonnante que sont les quartiers de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille entre ses murs. Merci. Merci à vous. Super.